Sénégal, en service comme président de chambre et membre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Commençons notre entretien par les contre-coups au Sénégal des révélations de M. Lamine Diack, selon le journal Le Monde, qui aurait dit qu'il a financé à partir de l'argent russe la campagne électorale de l'opposition d'alors en 2012. M. Omar Sarr est poursuivi par le procureur pour faux, usage de faux et diffusion de fausses nouvelles. Est-ce que l'opposition actuelle vous a saisi de cette question? Je vous remercie, M. Kane. Je dois dire que personnellement, en tant que président de l'UMS, je n'ai pas été officiellement saisi par l'opposition d'une quelconque correspondance. Pas plus tard que ce matin, j'ai saisi notre assistant et il m'a effectivement confirmé que la lettre ne nous est pas encore parvenue. Une saisine par voie de presse alors? Peut-être. Mais en tout cas, je l'ai appris à la presse comme vous, mais on n'a pas encore officiellement reçu cette correspondance. Il y a toute une polémique qui oppose le procureur Serigne Bassirou Gueye et Maître El Hadji Amadou Sall, avocat d'Omar Sarr, sur l'immunité parlementaire du député libéral. En tant que magistrat et président de l'UMS, y a-t-il eu violation ou non de l'immunité parlementaire de M. Sarr? Voilà, je vous remercie. Je voudrais tout simplement préciser d'entrée de jeu que l'UMS n'est pas une instance disciplinaire, encore moins une juridiction d'appel ou un censeur. Bon, mais puisque c'est une question qui intéresse les Sénégalais, c'est une question d'intérêt national qui concerne la justice, il est absolument normal que l'UMS puisse faire entendre sa voix. Sur ce point, je dois tout simplement dire que le procureur de la République a estimé qu'il est en face d'un délit flagrant et il a opté pour la saisine du juge d'instruction. Sur le plan strictement procédural, il n'y a pas, à mon avis, une violation de la loi. Je vous renvoie simplement à l'article 63 du Code de procédure pénale qui dit ceci. En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'un emprisonnement, c'est la première condition, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, ça veut dire que donc cette éventualité est possible et c'est prévu par le Code de procédure pénale. Donc sur le plan de la légalité, j'estime que le procureur est en phase avec la loi. Vous parlez de délit flagrant et non de flagrant délit. Il y a une nuance? À y voir de près, oui. Nous sommes des praticiens, oui. Je ne vois pas de nuance entre le flagrant délit et le délit flagrant. Oui. Par contre, il y a une différence entre le délit flagrant ou flagrant délit et la procédure de flagrant délit, c'est-à-dire la procédure en vertu de laquelle la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et, après avoir été placée sous mandat de dépôt par le procureur de la République, traduite sur le champ devant ce que nous appelons communément le tribunal des flagrants délits. Par contre, je dois dire, je disais tout à l'heure que sur le plan de la légalité, la position du procureur est parfaitement défendable. Même si on peut émettre des réserves sur l'opportunité de son choix. Oui. Mais c'est une faculté que la loi lui est offerte. Il lui est loisible de saisir soit la juridiction de flagrant délit ou de une information et même d'opter pour la citation directe. Vous auriez fait la même option? Oui, peut-être ce que je veux tout simplement préciser ici. Oui. Je crois que le débat n'est pas à ce niveau. Oui. Et ça, je pèse mes mots. Oui. Pourquoi M. Omar Sarr a été placé sous mandat de dépôt? Ce n'est pas le procureur de la République qui l'a placé sous mandat de dépôt. Mais c'est par contre, c'est le juge d'instruction. Oui. Si vous analysez de près l'article 139 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'a aucune liberté d'appréciation. Et ça, c'est ce que nous dénonçons, nous. Il a les mains liées. Il a les mains liées. C'est ce que vous voulez que ça change. Ça change. Oui. Je dois préciser ici que dans la commission, en tout cas lors des travaux de la commission, cette préoccupation avait été prise en compte. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en est présentement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur réquisition dûment motivée du procureur de la République, le juge soit tenu de placer une personne sous mandat de dépôt. On doit lui restituer toute sa liberté d'appréciation. Alors, parlons de l'autre volet de la polémique, c'est l'immunité parlementaire. Vous êtes membre de la CREI, c'est une chance pour nous. Est-ce que la levée de l'immunité parlementaire d'Omar Sarr en compagnie des députés Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé, concernant ce qu'on a convenu d'appeler au Sénégal la traque des biens mal acquis, vaut pour les poursuites dont il fait l'objet aujourd'hui? Le procureur n'est pas sur ce terrain. Le procureur invoque le cas de flagrant délit, qui est une exception qui lui permet de ne pas solliciter l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et là, vous êtes d'accord avec lui? Oui, sur ce point-là. Puisqu'il estime qu'il est en phase d'un délit flagrant, effectivement, l'article
51, alinéa 3, prévoit cette exception. En cas de délit flagrant ou en cas de fuite après la commission des faits, l'autorisation de l'Assemblée nationale n'est plus nécessaire. Lui, il est sur ce terrain-là. Oui. Pour revenir à l'immunité, je dois dire tout simplement qu'on doit faire la part des choses entre deux concepts. L'immunité parlementaire, au sens proprement dit, pose un problème d'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire le député qui émet des votes ou des opinions dans l'exercice de ses fonctions, il est pénalement irresponsable. Par contre, cette immunité parlementaire ne doit pas être confondue avec l'inviolabilité parlementaire. Nous sommes ici dans un cas d'inviolabilité parlementaire. C'est-à-dire qu'en dehors de ses fonctions et pour des infractions de droit commun, le député qui commet une infraction, il faut distinguer si l'Assemblée est en session ou non. Oui. Si l'Assemblée est en session, oui. Effectivement, oui. Le député ne peut être ni poursuivi, ni recherché, ni arrêté, ni détenu, sauf si l'Assemblée nationale donne son autorisation. Oui. Par contre, il y a une exception qui dit qu'en cas de flagrant délit, en cas de délit flagrant ou en cas de fuite, après la commission des faits, cette condition n'est plus de mise. Donc le procureur a trouvé la parade alors? Oui, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Par rapport à la légalité, encore une fois, j'ai dit. Mais par rapport à l'opportunité de sa décision, on peut trouver à redire. Et vous trouvez à redire ou pas? Bon, pour trouver à redire, ça veut dire que il n'est pas tenu de saisir la législation. Il aurait pu choisir pour la voie de la flagrance. Encore que le choix de la saisine du juge d'instruction implique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que le juge d'instruction est dans une situation inconfortable. Encore que je ne pense pas qu'à chaque fois, pour ce genre de situation, que la privation de liberté soit une mesure appropriée dans ce sens. En résumé, mais puisque c'est la loi, donc c'est la loi. En résumé, c'est comme vous coupiez la poire en deux en disant que le procureur, en invoquant la procédure de flagrant délit, peut poursuivre M. Omar Sarr sans passer par la levée de son immunité parlementaire, mais que la levée de l'immunité parlementaire de M. Sarr concernant la CREI ne vaut pas pour d'autres éventuels délits. Ah non, non, là à mon avis, hein, oui. Je suis formel. Oui. Cette décision, cette autorisation consistant à lever l'immunité parlementaire n'a pas une portée générale. Très bien. Quand l'Assemblée envoie un document pour dire son immunité avait été levée, il n'y a pas donc de violation, l'Assemblée n'a pas raison. J'estime, et ça c'est mon avis personnel, quand l'Assemblée nationale prenait cette décision-là, c'est sur la base d'un dossier. On n'était pas encore saisi, l'Assemblée n'était pas encore saisie de cette procédure-là. Donc une levée de l'immunité parlementaire s'apprécie par rapport aux documents de base qui sous-tendent la demande. La demande avait trait à la traque des biens mal acquis. Je ne peux pas comprendre que cette immunité vaut ad vitam aeternam. À mon avis, pour chaque dossier, la même procédure doit être poursuivie. Avez-vous aujourd'hui des dossiers en instance au niveau de la CREI? Bon, au niveau du siège, on n'en a pas encore. On n'avait que 2 dossiers, on les a traités, on les a réglés. Par contre, à la commission, je crois qu'il y a des dossiers qui sont en instruction, mais moi je ne suis pas de l'instruction, je suis du siège. Oui. Je ne peux que parler du siège. Les critiques à l'encontre de la CREI vous laissent-elles indifférents au point que même le chef de l'État, en tout cas, est d'accord pour une réforme de la CREI. Certains même demandent sa suppression. Vous savez, je ne veux pas entrer dans cette dynamique parce que moi je suis un magistrat, je suis chargé d'appliquer la loi. Je ne suis pas chargé de réformer ou de légiférer dans tel ou tel sens. Toute loi qui est édictée par l'Assemblée nationale doit être appliquée par le magistrat, tant que cette loi figure dans l'ordonnancement juridique. Maintenant, le droit est par essence évolutif. S'ils estiment, eux, qui sont chargés de concevoir la politique pénale, s'ils estiment qu'ils veulent réformer la CREI, mais libre à eux de le faire. Mais moi, en tant que magistrat, je suis là et je ne suis chargé que d'appliquer la loi. Je ne suis soumis qu'à l'autorité de la loi et de ma conscience. Et l'UMS, voir ce que ça va donner. Et la plateforme de l'UMS, quand même, l'UMS préconise beaucoup de réformes au niveau de la justice. Très rapidement. Oui, absolument, absolument. Oui. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, toute réforme qui tend à renforcer l'indépendance de la justice, l'UMS est preneur.
Comme vous le savez, la justice a toujours été critiquée, parfois à tort, parfois à raison, mais toujours est-il que la justice, qu'on le sache nous tous, il ne rend pas. Oui. Dans toute démocratie, il faut qu'il y ait une justice forte, une justice indépendante et une justice crédible. Et sur ce point-là, l'UMS sera toujours à l'avant-garde pour que les réformes les plus idoines soient mises en œuvre, soient opérées et mises en œuvre dans le sens de renforcer cette institution judiciaire. Vous maintenez toujours votre demande suivant laquelle le président de la République ne devrait plus présider le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais ça l'UMS n'a jamais fait cette demande. Hein. Ah bon? Moi, non. Moi, je précise. En tout cas, ce n'est pas la première fois que je suis membre du bureau. C'est vrai que cette question a été agitée, mais sur le plan officiel, cette position n'a jamais été celle de l'UMS. Même si on peut trouver à redire sur ce point-là. Mais moi, ce qui me gêne, ce n'est pas la présence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République. C'est vrai que dans beaucoup de systèmes juridiques, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par des magistrats. Mais le président de la République, mais il est seul. Il est assisté du ministre de la Justice, mais tout le reste, c'est des magistrats. Là aussi, il faut qu'on le cherche. Qu'est-ce qui vous gêne alors? Moi, personnellement, je demande tout simplement que le Conseil supérieur de la magistrature puisse continuer à se tenir dans la transparence et qu'il y ait une bonne gestion de la carrière des magistrats. Que les plus méritants, que les plus compétents soient couronnés. C'est ça la position de l'UMS. Cela vous fait-il mal d'entendre souvent dire que la magistrature sénégalaise est inféodée au pouvoir exécutif? Ça, je ne suis pas du tout d'accord sur ce point-là, parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Dans la magistrature, nous avons le parquet et le siège, et ça, on a dit et redit à plusieurs reprises. Le parquet, c'est la dépendance hiérarchique, mais les magistrats du siège, mais ils jugent en âme et conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi et de sa conscience. Maintenant, toute disposition liberticide ou toute disposition qui tend à aliéner ou à brider la liberté d'un magistrat, ça c'est une entorse à l'indépendance de la justice. C'est pourquoi je dis que cette disposition que j'ai citée au début de mon propos n'a plus sa place dans un code de procédure pénale. Et l'indépendance, c'est une question personnelle. Mais justement, que faites-vous des accusations de Maître Mamada Magueye, il n'y a pas longtemps, qui est avocat, qui a accusé des magistrats de corruption? Oui, non. Où en êtes-vous d'ailleurs? Oui, mais Maître Mamada Magueye n'a pas visé des magistrats. Maître Mamada Magueye a visé l'institution judiciaire dans son intégralité. C'est pourquoi l'UMS a élevé sa voix. Ah si, il y a eu quand même des magistrats qui ont été cités dans cette affaire. Oui, mais dans sa sortie, si vous faites très attention, il a dit que la justice est corrompue jusqu'à ses plus hautes instances. Aucun magistrat n'est à l'abri de ça. Et c'est ça que nous condamnons et c'est ça que nous dénonçons. Et nous restons toujours intransigeants. Mais nous suivons cette affaire de près et l'UMS n'a jamais varié. Avec une plainte? La plainte est déjà déposée depuis elle est toujours en cours. Parce qu'on ne peut pas du tout laisser passer cette affaire. Vous n'entendez pas transiger dessus? Même si on a parlé de négociations, de discussions mais au sein de la famille judiciaire pour que le linge sale se lave en famille. Vous savez, cette question est extrêmement dramatique parce que ça fait mal à tous les magistrats. Vous ne pouvez pas me dire que tous les magistrats de ce pays sont corrompus, M. Kane. Il y a des magistrats, et c'est l'écrasante majorité, qui font le travail dans des conditions extrêmement difficiles. Vous irez jusqu'au bout. L'UMS est prête. Parce que lui-même, en personne, vous ne l'avez jamais entendu retirer ses propos. Et on l'attendait sur ce terrain. S'il estime que peut-être il a un peu dérapé, ce qui est normal, ça peut arriver à quiconque que ce soit. Au moins, est-ce qu'il est limité de dire que moi, je vais circonscrire ma pensée et voilà ce que je voulais dire. Là, au moins, on aurait pu comprendre. Mais on ne peut pas du tout laisser passer une telle affaire qui est d'une gravité extrême. Très bien. Arrêt de la Cour suprême cassant l'arrêté du ministre de l'Éducation sur le concours des élèves maîtres en 2014. On a parlé de fraude dans cette affaire. Que pensez-vous du refus du gouvernement soutenu par l'Assemblée de se plier à la décision de la Cour? Monsieur Kane, voilà encore une autre illustration qui montre que la justice est indépendante. Mais quand le gouvernement soutenu par l'Assemblée refuse d'exécuter une décision de justice, mais là, ça vous en dites quoi en tant que magistrat? Ce que je dis, je déplore.
Je déplore parce que l'autorité de la justice doit être respectée. Parce que l'état de droit, d'abord, c'est la soumission de l'état au droit. La Cour suprême a jugé, sa sentence doit être respectée par tout le monde. La cause est entendue pour vous. Mais on doit en tirer toutes les conséquences. C'est une décision de justice qui est là. Cela ne veut pas dire qu'on légalise la fraude. Et je ne pense pas que ce soit la position de la Cour suprême. C'est aussi la position de défense du ministre soutenue par le chef de l'État et l'Assemblée pour dire on ne peut pas laisser nos enfants être enseignés par des fraudeurs. Oui, mais je ne pense pas que la Cour suprême soit mise sur la sellette. Je crois simplement que peut-être, vous savez, moi je n'ai pas encore lu l'arrêt de la Cour suprême, hein, mais le contentieux en annulation, il y a toujours des griefs qui peuvent être mis en avant pour annuler telle ou telle décision d'une autorité administrative. Mais ça ne veut pas dire, vous pensez en un seul instant que la Cour suprême va légaliser une fraude. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que le ministre s'est conformé à la procédure? Je n'en sais rien. Je vais sur ce que je maîtrise, je n'ai pas encore vu l'arrêt. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Mais toujours est-il qu'une décision qui est rendue par la Cour suprême, qui est la juridiction souveraine, qui est la juridiction la plus haute au Sénégal, ces décisions doivent être respectées. On doit en tirer toutes les conséquences, mais sans donner le flanc à la fraude. J'estime que la fraude doit être bannie sous toutes ses formes. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Merci, Maguette Diop, président de l'Union des magistrats du Sénégal. Zeyna, c'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir. Merci Mamoudou Ibra Kane, c'était l'invité de la rédaction avec M.